Scottsville est une petite ville américaine très tranquille. C'est un endroit merveilleux pour grandir quand on est un enfant. Nous vivons à la campagne. Il n'y a pas beaucoup d'enfants dans la ville. Je voulais que mes enfants fassent du sport. Alors je les ai inscrits à un club de football américain pour jeunes. Tous les ans, à la fin de l'année, on forme une équipe avec les enfants les plus forts et on organise un tournoi. Nous invitons des équipes d'autres comtés du Kentucky et nous organisons un tournoi à l'issue duquel l'équipe gagnante remporte un trophée. Les cow-boys marquent le point, l'écart se resserre. Il ne faisait pas encore trop chaud, c'était parfait pour jouer. À l'époque, il y avait 2 comtés représentés sur le terrain. Les tribunes des 2 équipes étaient toujours remplies de supporters. À cette époque-là, mon fils aîné, Alec, faisait partie de l'équipe des cow-boys. Alec et Gabi étaient très proches. Quand il a commencé à jouer, Gabi a voulu participer à ses matchs en devenant cheerleader. Elle admirait son grand frère. Elle voulait l'encourager sur le terrain. Elle n'avait que 7 ans, mais elle a appris toute seule à faire la roue, le pont et d'autres figures acrobatiques. Elle adorait ça. Le score est de 7-0, les cow-boys sont en tête. Ce jour-là, Gabi n'était pas cheerleader. Dès que nous sommes arrivés dans le stade, elle a repéré ses amis au loin et nous a demandé d'aller jouer avec eux. J'étais sur la ligne de touche avec quelques enfants. Alec et mon fils étaient tous les 2 sur le terrain. Je me rappelle avoir vu Gabi également avec des amis à elle. Ils s'amusaient tous ensemble. Je me trouvais dans la loge. C'est moi qui commentais le match. Parfois, elle venait me demander un peu d'argent pour s'acheter à boire ou à manger. Je lui ai donc donné un peu de monnaie. Quand elle a couru vers la porte, je lui ai dit « T'aurais pas oublié quelque chose par hasard ?» Elle a fait demi-tour et elle est revenue me voir. Elle m'a fait un bisou sur la joue. On s'est tous les 2 dit « Je t'aime ». C'était la dernière fois que je la voyais. Ce soir-là, il me semble que nous jouions contre le comté de Macon. C'était le dernier match. Il y avait beaucoup de monde. J'ai vu une petite fille se précipiter dans les escaliers. Elle courait dans ma direction. C'était la meilleure amie de Gabi. Elle avait l'air complètement paniquée. Elle m'a demandé si je savais où était Gabi. Je l'ai regardée bizarrement et je lui ai dit « Elle était censée être avec toi ». Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elles avaient décidé de jouer à cache-cache. Elle et ses copines s'étaient cachées dans les toilettes. C'était Gabi qui était censée les trouver. Mais elle n'est jamais venue les chercher. Quand elles sont sorties des toilettes, il n'y avait plus aucune trace de Gabi. On s'est précipité vers la loge du commentateur. J'ai demandé à Brian si par chance Gabi se trouvait avec lui. Il m'a dit qu'elle n'était pas là. Il a regardé autour de lui pour vérifier. C'est là qu'on s'est mis à sa recherche. J'ai fait le tour du stade. Je suis tombé sur des membres de l'église que nous connaissions. Mais personne ne l'avait vue. Je me suis dirigé vers l'entrée. J'ai pensé qu'elle était peut-être venue à la voiture. Je me suis rendue sur le parking, mais elle n'y était pas. Peu après la mi-temps, le score était particulièrement serré entre les 2 équipes. Une annonce a retenti dans les haut-parleurs du stade. Gabi Doolin est attendue au stand de restauration. Gabi Doolin est attendue au stand de restauration. Gabi Doolin. Je pense que ça doit se produire à chaque événement sportif. Si vous la voyez, envoyez-la au stand de restauration ou l'attendent ses parents. À chaque nouvelle annonce, je regardais si Gabi venait vers moi en courant. Et à chaque fois que je ne voyais personne arriver, mon cœur se serrait un peu plus.
Je regardais le match. Soudain, j'ai vu Amy courir dans ma direction. Elle m'a dit affolée, « Brandon, je ne trouve Gabby nulle part. » Le match continuait. J'ai demandé à l'un des entraîneurs de ne rien dire à Alec, qui était en train de jouer. J'ai laissé tomber ce que je faisais. Je suis tout de suite sorti pour me lancer à sa recherche. J'ai dit à Amy, ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Nous sommes à Scottsville, dans le Kentucky. Il ne se passe jamais rien de grave ici. Je l'ai cherché aux quatre coins du stade. Puis, j'ai aperçu un petit sentier assez sombre qui passait entre le terrain de baseball et le complexe sportif. Il menait jusqu'à la forêt. Je l'ai emprunté. Je me suis dit qu'elle avait pu tomber et se tordre la cheville. Je suis arrivé à la lisière du bois. Il faisait nuit noire. Alors j'ai fait demi-tour. J'ai demandé à quelqu'un d'allumer les éclairages du terrain de baseball. Puis j'y suis retourné. Mais des personnes avaient déjà fait un tour dans la forêt et en étaient revenues. Alors j'ai de nouveau fait demi-tour. À ce moment-là, j'ignorais ce qui s'était passé. Mais je sentais que quelque chose de grave était arrivé à Gabby. Je suis allé retrouver mes enfants et nous nous sommes installés dans les tribunes. Je ne les ai plus quittés. Bonsoir, police secours. Le match a continué encore un peu, mais moins d'une minute, il me semble. Des policiers sont arrivés. Ils se sont postés à la sortie du stade et ont commencé à en bloquer l'accès. Mesdames et messieurs, votre attention. Le match est interrompu. J'ai rassemblé les joueurs et je leur ai demandé de rejoindre leurs parents dans les tribunes. Les joueurs sont priés de quitter le terrain et de retrouver leurs parents. En entendant l'annonce, les gens ont paniqué. Tout le monde courait dans tous les sens et criait. Je me suis enfui. C'est la seule chose dont je me souvienne avant que ce soit la panique totale. Après ça, je me souviens avoir vu une ambulance passer à côté du stade. Elle s'est arrêtée derrière le terrain de baseball à côté de la forêt. J'ai pensé que c'était là que devait se trouver Gabby. Alors, je me suis mise à courir. Alors que j'approchais, 2 ou 3 personnes sont venues à ma rencontre. Ils m'ont dit « Madame Doolin, vous ne pouvez pas aller là-bas ». Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont seulement interdit d'approcher. Et j'ai crié « Je veux voir ma fille, où est ma petite fille ?» Ils m'ont répondu « Nous faisons tout ce que nous pouvons ». En entendant cette phrase, je suis tombée à genoux. Et je me suis dit, faites qu'il ne lui soit rien arrivé. Désolée. Puis les ambulanciers ont fini par m'annoncer qu'ils trouvaient Gabby. Alors, je me suis mise à courir. Alors que j'approchais, 2 ou 3 personnes sont venues à ma rencontre. Ils m'ont dit « Madame Doolin, vous ne pouvez pas aller là-bas ». Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont seulement interdit d'approcher. Et j'ai crié « Je veux voir ma fille, où est ma petite fille ?» Ils m'ont répondu « Nous faisons tout ce que nous pouvons ». En entendant cette phrase, je suis tombée à genoux. Et je me suis dit, faites qu'il ne lui soit rien arrivé. Désolée. Puis les ambulanciers ont fini par m'annoncer qu'elle n'avait pas survécu. Je ne pense pas qu'il existe de mots plus difficiles à entendre au cours de la vie. J'ignorais tout ce qui avait bien pu se passer. Tout ce que je savais, c'est qu'on m'avait dit que ma petite fille était morte. Et
Les gens qui l'ont trouvé ont tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Tout ce que je me suis dit, c'est « Il faut être un véritable monstre pour faire ça à un enfant. » J'ai vécu dans cette ville pendant près de 19 ans. Scottsville a toujours été un endroit sûr. Quand le sergent m'a appelé, il m'a dit « Il s'agit d'une petite fille. Nous pensons qu'elle a été assassinée. » Je lui ai répondu « Vous plaisantez, c'est impossible. » Et il m'a dit « Malheureusement si, j'en ai bien peur. » Quand je suis arrivé sur les lieux, il y avait déjà plusieurs personnes qui s'occupaient de bloquer l'entrée. L'accès pour entrer et sortir de la zone était limité. Sur les conseils de la police, nous avons isolé Brian et Amy du reste des personnes présentes dans le stade ce soir-là. Des personnes m'ont entraîné dans les vestiaires. On nous a conduits, Brian et moi, dans les vestiaires. Nous étions encore complètement perdus. Nous ne comprenions toujours pas ce qui venait de se passer. Nous ignorions comment elle avait pu se retrouver là où on l'avait trouvée. À la rigueur, s'il avait encore fait jour, ça aurait été possible qu'elle se soit un peu éloignée du stade. Mais je ne pense pas qu'elle serait partie aussi loin. Et c'est encore moins probable qu'elle se soit rendue dans la forêt seule et dans la nuit. Nous avons essayé d'expliquer à Alec ce qui venait de se passer. Il nous a dit « Non, non, c'est pas possible. Gabi ne peut pas être morte. » Ça s'est passé pendant mon match. Je n'avais que 11 ans quand ça s'est produit. Alors évidemment, j'ai eu du mal à gérer la situation. C'est déjà très compliqué de faire face à une telle tragédie quand on est adulte. Mais devoir expliquer ce genre de choses à un enfant, ça a été un moment particulièrement difficile. La police a rassemblé tout le monde dans le gymnase, sur le terrain de basket, à l'intérieur de l'école. J'ai compris que la situation était grave et que nous devions tous nous en inquiéter. Que ce soit un enfant ou un homme de 90 ans, les policiers ne laissaient partir personne. J'étais l'agent de garde ce week-end-là. C'est le genre d'événement qu'on n'oubliera jamais de sa vie. J'ai moi-même des enfants. J'ai été traumatisé quand j'ai vu la scène de crime. Il y avait un bois. Il se trouvait à 200 ou 300 mètres derrière le stade de football. Nous l'avons retrouvée face contre terre dans le ruisseau, partiellement vêtue. Elle portait une veste rose. Il lui manquait une botte. Nous l'avons retrouvée à environ 6 mètres derrière elle. Elle semblait avoir subi une agression sexuelle. Il y avait du sang sur les feuilles à proximité de son corps. Nous avons trouvé des preuves, des traces d'ADN. J'étais persuadé que l'ADN retrouvé sur les lieux allait nous aider à identifier l'auteur de l'agression. Chaque fois que nous enquêtons sur un meurtre, il est crucial de parler aux membres de la famille de la victime. La colère nous a envahis. Nous étions submergés par des émotions vives, brutes, à ce moment-là. Nous venions tout juste d'apprendre ce que quelqu'un avait osé faire à une petite fille de 7 ans. À ma petite fille. Les policiers ont pris un échantillon de mon ADN. Je leur ai dit, vous allez trouver mon ADN sur sa joue, c'est normal. Ils nous ont posé des questions sur la nuit où elle a été assassinée. Je veux que vous sachiez que cet enregistrement m'est destiné à moi seul. Ce n'est pas un interrogatoire. D'accord, pas de problème. J'ai dit aux policiers que la journée avait commencé normalement, comme tous les jours de grands matchs de football américain d'Alec. J'avais conseillé à Gabi de rester à la maison avec son petit frère. Chance n'avait que 3 ans à l'époque. La journée allait être longue pour lui s'il venait avec nous. Nous voulions lui éviter ça. Mais Gabi m'a dit « Non maman, je veux venir, s'il te plaît. » Alors évidemment, je lui ai dit qu'elle pouvait venir avec nous.
On n'a aucune raison d'être inquiet quand on assiste à un match de football disputé par des collégiens. Tout le monde garde un œil sur les enfants des uns et des autres. Généralement, Gabi restait toujours avec 2 ou 3 copines. Elle avait l'habitude d'aller et venir comme elle voulait? De rester avec ses amis? Oui, elle faisait ça à chaque match de foot ou autre gros événement de ce genre. Elle était toujours avec ses amis. Je leur ai toujours dit de ne jamais se séparer. Vous aviez des différends avec quelqu'un? Une personne aurait pu vous en vouloir? Est-ce qu'on vous a menacé récemment? Est-ce que vous avez des ennemis? Nous ne pensions pas avoir un quelconque ennemi à cette époque-là. L'agresseur était dans la nature. Je me demandais, un autre enfant est-il en danger? A-t-il une cible? Il fallait agir. Le temps nous était compté. Je devais découvrir qui avait commis ce crime. Et s'il était encore dans les parages, il fallait l'identifier. Nous ne savions pas à qui nous avions affaire. À ce stade, nous n'avions aucune piste. Des gens sont venus me voir dans les tribunes. On me demandait ce qui se passait. Les gens paniquaient parce qu'ils ne savaient pas pourquoi on les empêchait de partir. À ce moment-là, j'étais encore un suspect, comme toutes les autres personnes présentes. C'est pas un sentiment agréable. Je voulais sortir mes enfants de là. Le cousin de ma femme faisait partie des forces de police présentes sur les lieux. Je suis allé le voir et je lui ai dit « Tu sais que c'est pas moi, laisse-nous partir ». Il n'a rien voulu savoir. Je me suis mis à regarder autour de moi. Il devait y avoir une soixante gamins d'autres comtés. Il y avait donc beaucoup plus de parents qu'à l'accoutumée. Nous avons discuté avec les fillettes qui jouaient avec Gabi ce soir-là. Nous leur avons demandé si elles avaient vu quelqu'un, si elles se souvenaient de quelque chose. Ils ont fait venir les petites au milieu du gymnase et ils leur ont demandé de regarder la foule. Ce n'étaient que des gamines. Elles ne savaient pas si un comportement était louche ou non. Elles n'ont désigné personne. On aurait dit une séance d'identification. Est-ce que vous avez vu quelqu'un près des toilettes? Un monsieur. Il était debout près des toilettes. Il faisait les 100 pas. Tu peux me le décrire? Tu te souviens d'un détail particulier? Je sais qu'il portait un pantalon. Je me rappelle plus de ses chaussures, mais il avait un manteau. Tu as dit qu'il portait une veste Carhartt. Oui, il avait mis sa capuche. Il portait peut-être une veste en jean. C'est moi qui me trouvais à la billetterie à l'entrée du stade. Et il me semblait bien me souvenir avoir vu quelqu'un passer avec une veste en jean sur le bras. Il avait un comportement bizarre. On aurait dit qu'il avait bu. Je l'avais trouvé étrange. Mais je n'avais aucune raison de me méfier. Il ne s'était encore rien passé. Qui avait bien pu faire ça? Nous nous demandions à qui nous avions affaire. Il y avait peut-être un meurtrier parmi nous, dans l'enceinte du gymnase. Et attendre les instructions. Les policiers ont demandé à tout le monde de se rendre au gymnase. Nous ne pouvions pas partir avant d'avoir parlé à la police. C'est à ce moment-là que nous avons compris qu'un drame s'était produit. Nous sommes sortis à 23h30. J'étais content de pouvoir rentrer avec mes enfants. Nos enfants, c'est toute notre vie. Et quelqu'un venait de briser celle de Brian, Amy, Alec et Chance. Je savais qu'en rentrant, Chance allait me demander où était sa sœur. Comment expliquer à un enfant de 3 ans que sa sœur ne rentrerait jamais? C'était sa meilleure amie. Je leur ai demandé où était Gabi, mais je me rappelle pas leur réponse. J'étais triste, mais je me souviens de rien d'autre. Chance adorait les super-héros à cette époque-là. Nous avons donc essayé de lui expliquer. Nous lui avons dit qu'un méchant avait enlevé Gabi. Alors, quand il parlait de ce qui était arrivé à sa sœur, à un membre de la famille ou à l'un de ses amis, il disait que les gentils n'avaient pas réussi à la sauver.
Le lendemain, un jour après la mort de ma fille, on a demandé à ma famille de venir sur la grande place de la ville. Elle était noire de monde. Il y avait des gens à perte de vue. Ses couleurs préférées étaient le rose et le bleu. Alors il y avait du rose et du bleu partout. Toutes les personnes présentes avaient des ballons. Elles avaient également allumé des bougies en l'honneur de Gabby. Je me souviens m'être tournée vers Brian et lui avoir dit que Gabby aurait adoré voir ça. Elle nous aurait dit toute contente, « Oh, waouh, c'est pour moi tout ça !» Nous partagions tous leur peine. Je n'arrivais pas à croire que c'était tombé sur elle. Je l'avais vue ce jour-là. Je lui avais fait un câlin et je lui avais fait un bisou sur la tête. C'était un crime d'une atrocité sans pareille. Il n'existait rien de pire. Quand on enquête sur un meurtre, on doit garder la tête froide. Mais quand on rentre à la maison, on y pense. Ça nous touche profondément. C'est ce qui peut arriver de pire à des parents. Seul un monstre avait pu faire ça. J'ignorais que des sauvages pouvaient nous prendre nos enfants. Le soir de la veillée, un de mes amis m'a dit « Tu sais, Brian, sur 100 personnes rassemblées ici, il y a au moins 1 ou 2 pédophiles. Il ne s'agit que d'une moyenne. » J'ignorais que c'était aussi courant. Nous avons vérifié si des habitants de la région figuraient sur le registre des délinquants sexuels. C'était une obligation en raison de la nature du crime. Il ne devait probablement pas s'agir de la première victime de ce criminel. Quelqu'un qui a déjà commis ce type d'acte a de fortes chances de recommencer. Il a été établi que plusieurs délinquants sexuels habitaient dans la région. Mais ils avaient tous un alibi pour le soir du crime. De nombreuses personnes figurent sur le registre des délinquants sexuels. Mais il y en a davantage encore qui demeurent inconnus des services de police. Nous avions plusieurs pistes. Nous avons vérifié toutes les informations qui sortaient de l'ordinaire ou qui nous paraissaient suspectes. Nous avons reçu une lettre anonyme. La personne qui l'avait écrite nous signalait un véhicule. Il aurait été aperçu dans les environs le soir du match, près du terrain de baseball. Nous avons vérifié la plaque d'immatriculation. La voiture appartenait à un étudiant de Bowling Green. Nous sommes allés le voir sur son lieu de travail. Avez-vous entendu parler du meurtre dans le comté d'Allen? Ça ne me dit rien. Où étiez-vous le samedi 14 novembre? Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que je travaillais. Il semblait particulièrement surpris que nous l'interrogions sur l'homicide d'une fillette de 7 ans. Il est parvenu à prouver qu'il était bel et bien sur son lieu de travail au moment du crime. Ce n'était pas l'agresseur. J'ignore si la personne qui nous a écrit essayait de le faire accuser à la place de quelqu'un d'autre. Si on vous harcèle ou que vous remarquez quoi que ce soit, appelez-moi. Très bien. Mais c'était très suspect d'accuser une personne innocente. On avait essayé de l'impliquer dans l'homicide d'une enfant de 7 ans. L'enquête m'a paru durer une éternité. Nous avons dû attendre très longtemps avant de découvrir qui avait fait subir ces atrocités à notre fille. Mais un jour, nous avons fini par recevoir un appel. On nous a contactés pour nous dire que la police avait un nouveau suspect dans le collimateur. Ils avaient arrêté quelqu'un sur Mount Carmel Road. Je ne connaissais pas cette route. J'ignorais qui vivait là-bas. Nous avons appris que Timothy Madden et sa famille habitaient le long de cette route. Mais selon les rumeurs qui circulaient dans la région, ce n'était pas Timothy qui était suspecté par la police. Il avait 5 enfants, 3 fils, une fille et un nourrisson.
L'un de ses plus jeunes fils jouait dans la même équipe qu'Alec. Mais d'après ce que j'avais entendu, c'était son fils aîné qui était recherché par la police. C'était peut-être lui qui avait fait ça à notre fille. L'un des fils de Timothy était un jeune adolescent quelque peu en difficulté, dirons-nous. Certaines personnes affirment que le fils de Timothy, son enfant âgé de 16 ans, se trouvait dans l'enceinte de l'école du comté d'Allen au moment du meurtre. Et la nuit où a été tué, il aurait été vu en train de jouer à cache-cache. Il aurait changé plusieurs fois de version quand on lui aurait demandé où il se trouvait quand a été assassiné. C'est un jeune homme au tempérament violent. 2 semaines avant le meurtre de cette petite fille, il a mis un couteau de boucher sous la gorge de son propre père. Vous pensez qu'il y aurait la possibilité de relever son ADN? Un mineur ne peut consentir à donner son ADN. Mais sa mère est complètement contre. Il faudra probablement obtenir un mandat si elle ne donne pas son autorisation. S'il s'agissait de mon fils, je vous dirais tout de suite de venir prendre son ADN afin de prouver son innocence. Peu de temps après, la police de Scottsville a commencé à recevoir des menaces sur les réseaux sociaux. Menaces perpétrées par le fils de M. Madden, Bradley Madden, alors âgé de 20 ans. D'après les renseignements dont nous disposions, il fallait le localiser et l'interroger. Bradley Madden a été arrêté après avoir menacé la police. Lorsque Bradley a été arrêté, nous avons appris qu'un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui dans le Tennessee. Il était accusé de viol. C'était une piste sérieuse, parce que Gabby avait été agressée sexuellement par son meurtrier. Je sais que tu n'as que 20 ans et que tu es en colère. Mais quand tu as publié ces messages sur Facebook, est-ce que tu avais bu? Non. J'étais énervé, j'ai perdu mon calme. Je sais que tout le monde t'accuse sur les réseaux sociaux. On parle de moi partout, et aussi de mon père et de mon frère. Tu es proche de ton frère? Ça doit bien faire 2 ou 3 mois que je lui ai pas parlé. Il a essayé de poignarder mon père. Je crois qu'il devient fou. Il perd complètement la tête. Ils ont dû l'emmener dans un centre de détention pour mineurs. Où est-ce que tu étais ce fameux samedi soir? Chez mon cousin. Je parlais à une fille sur Facebook. Il a déclaré qu'il se trouvait à Westmoreland, dans le Tennessee, et non dans le comté d'Allen, la nuit du crime. Ce que nous voulons, c'est un échantillon de ton ADN. Allez-y. Il s'est montré très coopératif et a consenti à un prélèvement buccal. J'ai dit au laboratoire, analysez cet échantillon d'ADN au plus vite. Nous devons nous assurer que ce jeune homme est bien celui que nous recherchons. Tant que nous n'avions arrêté personne, nos enfants n'étaient toujours pas en sécurité. Mes collègues et moi attendions impatiemment les résultats de l'ADN de Bradley Madden. À ce stade de l'enquête, toute la ville était en pleine effervescence. J'ai parlé avec d'autres personnes qui avaient assisté au match dans le stade ce soir-là. On m'a décrit un autre homme qui pouvait être suspect. Les vêtements étaient similaires, la description physique de l'homme en question concordait. Et un témoin connaissait même son nom. Il s'agissait du père de Bradley, Timothy Madden. J'ai passé des appels. Des collègues ont examiné son casier judiciaire. Rien ne laissait croire qu'il pouvait être le meurtrier recherché. D'après ses antécédents judiciaires, il n'avait commis aucun crime violent. Timothy a toujours été le genre de père à courir sur la ligne de touche quand son fils marquait un touchdown. Je vois. Alors qu'il ne le regarde pas. Comme je l'ai dit, c'était pas grand-chose, mais j'ai trouvé ça bizarre. J'ai parlé à l'un des policiers qui habitait près de chez lui. Il m'a dit qu'il ne pensait pas que c'était Madden.
Je connais bien Timothy. On était dans le même lycée. Il s'occupait de ma voiture. Je connaissais Timothy depuis le CM2, depuis que j'avais emménagé à Scottsville. Je n'imaginais pas capable de faire ça. Je l'avais déjà croisé lors des entraînements de football américain et aussi de celui des cheerleaders. Sa fille faisait elle aussi partie de l'équipe des pom-pom girls comme Gabby. Je comprenais qu'on suspecte ses fils aînés. Mais j'ai été très étonnée quand j'ai appris que la police suspectait désormais un adulte. C'était peut-être un parent qui avait fait de telles choses à notre fille. Je me suis rendu chez Monsieur Madden, sans trop savoir à quoi m'attendre. Quand il est venu ouvrir la porte, il était en sous-vêtements. Je lui ai demandé d'enfiler ses vêtements, mais il préférait rester comme ça. J'ai trouvé ça bizarre qu'il reste en sous-vêtements devant moi. Nous nous sommes assis et nous avons discuté. Vous savez pourquoi je suis là? Non, pas vraiment. Aucune idée? Non, enfin, je suis au courant pour la fillette. Si je vous dis que nous avons trouvé des vidéos de surveillance sur lesquelles on vous voit parler avec elle dans le stade, ça vous dit quelque chose? Non, pas spécialement. Je vois pas. Ah, enfin si, peut-être. Puis il a fini par dire « Ah oui, c'est vrai que je lui ai parlé un peu. » Elle m'a demandé de quel côté étaient parties ses copines. Vous avez parlé combien de temps? Pas longtemps. Quelques secondes. Seulement le temps de lui montrer par où étaient partis ses amis. Il a pointé du doigt la direction dans laquelle elle était partie. Y aurait-il une raison quelconque pour que votre ADN se retrouve sur elle ou à proximité d'elle? Non. Ou en elle? Non. Consentiriez-vous à nous donner votre ADN? Bien sûr. Il se trouvait bien dans l'enceinte du stade ce soir-là. Il avait bien été à proximité des toilettes où des gens avaient vu une personne suspecte. Et cet homme étrange avait parlé à Gabby. Je lui ai demandé s'il avait toujours les vêtements qu'il portait ce soir-là. Il m'a dit oui. On dirait qu'il y a du sang sur les bottes. Et également sur le jean, les sous-vêtements et le manteau. Ça va pas. C'est de la terre. J'ai porté ce pantalon pendant 2 jours. Ah oui? Et le manteau? C'est une vieille veste que je mets pour bosser. D'après un témoin, le suspect portait une veste Carhartt. Nous avons trouvé un manteau similaire à son domicile. Y a-t-il une raison pour qu'il y ait des taches de sang? Non. Mais si j'en trouvais, est-ce que ce serait anormal? Je pense, ouais. Ce sont vos bottes? Vous devriez savoir si quelqu'un a saigné près de vous. J'en sais rien. C'était un suspect sérieux, mais nous n'étions pas encore sûrs de sa culpabilité. Il semblait qu'un membre de la famille Madden soit l'auteur de ce crime. Nous ne nous étions jamais occupés de l'organisation d'un enterrement avant ça. Nous ne savions pas exactement ce qu'étaient des funérailles privées ou publiques. Bien que nous ayons une petite idée de ce que cela impliquait, nous ne nous attendions pas à un tel afflux de personnes. Des centaines et des centaines de personnes sont venues. Je ne l'ai pas quitté un instant. On essayait de me faire manger, mais je n'avais absolument pas faim. Je culpabilisais de ne pas être resté auprès d'elle ce soir-là. Alors je voulais rester à ses côtés durant tout l'enterrement, mais j'ai pas réussi. Mes coéquipiers et mes entraîneurs sont venus à l'enterrement. Mais pas seulement. Il y avait également l'équipe contre qui on jouait ce soir-là. Ça m'a touché. Quand nous avons suivi le corbillard ce jour-là, nous étions sous le choc. On nous faisait une haie d'honneur. Je n'avais jamais rien vu de tel pour des funérailles. Les commerçants avaient fermé leurs boutiques. Les gens tenaient des ballons et portaient des t-shirts avec le nom de Gabby. Il y avait du monde partout entre l'église et le cimetière. Grâce à ces gestes de compassion, nous avions l'impression que son esprit vivait encore en nous.
Une fois l'enterrement terminé, nous sommes revenus au funérarium. Nous étions en train de récupérer toutes les choses que les gens nous avaient gentiment envoyées quand nous avons reçu un appel. C'était la police. Les enquêteurs ont demandé à nous voir. Nous avons rejoint la famille au funérarium pour leur partager des informations. Nous n'avions pas le droit d'effectuer de prélèvement d'ADN sur le fils mineur de M. Madden. Mais Bradley et Timothy Madden avaient tous les deux consenti à un prélèvement buccal. C'est ainsi que le vendredi 20 novembre, nous avons reçu les résultats du laboratoire. L'ADN retrouvé sur le corps de Gabby au cours de l'autopsie était bel et bien celui de Timothy Madden. Et pas celui de Bradley. Ni celui de son fils mineur. Je suis innocent, je le jure. Je suis désolé pour leur fille, mais c'est pas moi. Le jury vous inculpe pour enlèvement, viol au premier degré, sodomie au premier degré et meurtre. Pour l'instant, le juge n'autorise aucune caution. Selon moi, voilà pourquoi Gabby a été retrouvée à cet endroit. Madden avait dit que Gabby cherchait ses copines et qu'il lui avait montré dans quelle direction elles étaient parties. Nous pensons qu'elle est allée dans la direction qu'il lui avait montrée pour essayer de retrouver ses amis. Il l'a probablement suivie jusqu'à la forêt. Normalement, on ne voit ça que dans les films. Timothy Madden était enfermé dans le gymnase avec nous ce soir-là, parce que personne n'avait eu le droit de partir. Fait son travail. Nous voulions seulement que justice soit faite pour Gabby. Et nous avions beau nous époumoner pour faire accélérer les choses, pour faire passer le message, tout ce qui avait l'air de leur importer, c'était ses droits à lui. Il a pris sa vie et avec elle, ses droits à elle. Les droits des deux parents qui réclamaient justice pour leur fille n'avaient pas l'air de beaucoup peser. J'en avais plus qu'assez d'entendre parler des droits de Monsieur Madden. Et les droits de Gabby dans tout ça. Son meurtre était passible de la peine de mort. C'est ce qu'il encourait pour avoir commis ces actes. Mais à l'origine, nous n'étions pas en faveur d'appliquer la peine de mort. Nous estimions que le condamné à mort ne constituait pas une punition à la hauteur de ce qu'il avait fait. Tous les criminels qui se trouvent dans le couloir de la mort y restent au moins 30 ans. Il n'est pas beaucoup plus âgé que moi. Je risquais de mourir avant lui et avant qu'il ne soit enfin condamné. Mais il a commencé à vouloir faire appel. Il voulait que nous retirions certains des chefs d'accusation. Par exemple, il refusait d'admettre qu'il l'avait violée et sodomisée. J'ai dit, non, il a fait tout ça. Il va devoir assumer. Il va payer pour tout ce qu'il a fait. Reconnaissez-vous, Monsieur Madden, avoir commis l'enlèvement de Gabriella Dolin? Ouais. Reconnaissez-vous que le Commonwealth peut s'acquitter de la charge de la preuve que vous êtes coupable de viol au premier degré, ainsi que de sodomie au premier degré sur la personne de Gabriella Dolin? Oui. Et enfin, reconnaissez-vous avoir commis le meurtre de Gabriella Dolin? Oui. Que plaidez-vous? Coupable. Il a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ils m'ont demandé si je voulais rédiger une déclaration au nom de la victime. J'étais donc amenée à m'adresser directement à Timothy Madden. À cause de toi, nous avons perdu notre fille. Elle n'avait même pas encore 8 ans.
J'ai remarqué que pendant que ma femme parlait, l'avocat de Madden continuait de s'adresser à lui, et ça ne m'a pas plu du tout. Monsieur, je n'ai jamais rien vu de plus irrespectueux. Écoutez-nous, ça fait 4 ans qu'on attend. J'avais mis tout mon cœur et toute mon âme dans ce discours. C'était les derniers mots que j'adressais à l'homme qui avait assassiné mon enfant. Mais il n'a pas du tout prêté attention à ce que je disais. Faisons une pause si vous voulez bien. On ne peut pas avoir 3 minutes pour lui dire quelque chose? Nous faisons une pause pour l'instant. Nous étions restés 4 ans, presque sans rien dire. Et on ne nous laissait même pas 5 petites minutes pour parler au nom de Gaby une toute dernière fois. C'était notre seule et unique demande. Faites preuve d'un peu de respect. Vous êtes avocat, bon sang. Je pense que je voulais qu'il puisse, d'une certaine façon, à travers mes mots, avoir un petit aperçu de ce que j'avais enduré. Mais ce jour-là, j'ai appris quelque chose sur ce genre de monstres. Ils n'ont aucun remords. Nous apprenons toujours à nos enfants à se méfier des inconnus. Mais que faire quand ils connaissent leur agresseur? Quand ils les voient à leurs entraînements de sport et à leurs matchs? Comment les protéger? Maintenant, je joue au poste de défenseur. Je bloque. C'est mon rôle. Je crois que protéger les autres est devenu important pour moi. Je porte des chaussettes roses depuis que j'ai perdu ma sœur. Elles sont toujours roses. Du rose le plus flashy possible. C'est ma façon à moi de montrer mon amour pour elle. Je veux que les gens se souviennent d'elle. Ça me réconforte de savoir que sa mémoire perdure.